Salut à tous, bienvenue dans le Deep Dive Intel Brief de Daniel Davis. Ici, on vous partage le meilleur de ce qu'on a appris cette semaine et les infos les plus importantes qu'on a découvertes ces dernières 24 heures. Et franchement, il y a beaucoup à dire aujourd'hui sur tous les fronts. On pourrait être à 24 heures de la signature d'un accord pour mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Du moins, c'est ce qui est affirmé ici. Il y a d'ailleurs quelques gros titres intéressants ce matin. D'abord, le Premier ministre pakistanais affirme que l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran pourrait être signé d'ici 24 heures. Et puis, on a un autre commentaire très intéressant que vous allez voir, s'inscrit directement dans cette histoire. Le gouvernement israélien aurait, selon la presse israélienne, limité l'action de Tsahal au Liban pour éviter de compromettre les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler ici de la question suivante. Qui dirige vraiment les choses? On en parle tout le temps. Est-ce le président Trump? Est-ce Netanyahou? Et ce qu'on observe, c'est une sorte d'aller-retour. Certains jours, c'est le président Trump qui prend le dessus. Et d'autres jours, c'est Netanyahou. Ou bien, si on regarde ça sous un autre angle, on peut dire que Netanyahou parfois serre les dents, se voit obligé de reculer un peu, mais ensuite, il revient à la charge, tente sa chance et fait quelque chose qui risque de tout faire dérailler. On verra si ça se reproduit ici. Mais voici Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais, un peu plus tôt ce matin. Il a déclaré « Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix et sa finalisation est probablement attendue dans les 24 prochaines heures. » Donc, peut-être d'ici dimanche, le Pakistan se prépare à la signature électronique de l'accord de paix, suivi immédiatement de discussions techniques la semaine prochaine. Ensuite, il a poursuivi en remerciant les États-Unis. Vous voyez, il faut regarder ça et se dire « D'accord, ça ressemble un peu à ce que le président Trump a dit. » Il a affirmé que nous étions plus proches que jamais. Et ça correspond à ce que Abbas Araghchi avait publié sur Twitter. Il a dit qu'on y est presque. Donc, on a 3 acteurs majeurs et ils disent tous « Je pense qu'on est proche d'un accord, que ce qui a été signé en coulisses est déjà largement validé. » Mais attention, ces personnes-là, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont les principaux acteurs eux-mêmes qui en parlent. Ils disent « Oui, il y a un médiateur, un haut responsable iranien et le président Trump, et tous tiennent à peu près le même discours. On touche au but, un accord est tout proche. » Alors forcément, on serait tenté de se dire « Cette fois, apparemment, ça va vraiment se faire. » Mais il y a quand même plusieurs choses qui se passent en même temps et qui te font penser qu'il n'y a aucune chance que ça se passe comme certains le prétendent. Et voilà juste quelques raisons. Je vais te montrer que même si on entend les mêmes déclarations de la part de ces acteurs, tous parlant d'un accord à trouver, la vraie question, c'est quel accord? De quel accord parle-t-on? Parce que, à en juger par ce qui est dit publiquement, il semble que la vision de l'accord du côté iranien et celle de Trump soient encore sur 2 planètes différentes. Elles ne sont même pas sur le même écran. Et c'est exactement là où on en est depuis le début. Alors on peut se demander, pourquoi est-ce que les gens continuent à dire qu'on est tout près d'un accord? Écoutez, en coulisses, il y a des négociations en cours. J'ai des sources proches de l'équipe de négociation en Iran et d'autres proches de l'équipe américaine. Et toutes me disent la même chose. Un accord très similaire est en train d'être signé, discrètement, en arrière-plan. Mais le problème reste le même. Pour que tout cela fonctionne, pour que ce qui se passe réellement en coulisses ait une chance d'aboutir. Hier, on a parlé d'un des plans en 14 points qui a fuité. Et il ressemble beaucoup au plan en 10 points présenté par l'Iran il y a quelques mois. En gros, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment changé leur position. Et ces propositions
sont presque incompatibles avec tout ce que les États-Unis, et le président Trump en particulier, pourraient accepter. Alors la question c'est, est-ce qu'on va vraiment avoir un accord? Parce que si c'est le cas, il faut bien comprendre une chose. Il n'y aura pas d'accord tant que les deux parties n'auront pas publiquement annoncé les mêmes termes. C'est concrètement la seule façon que ça puisse se faire. Sinon, ce n'est pas un accord. Ce sont juste des volontés qui s'opposent. Donc, pour qu'il y ait un texte unique que les deux camps approuvent, quelqu'un va devoir faire de très gros changements. Soit les Iraniens vont devoir revenir sur certaines choses qu'ils répètent sans arrêt comme étant indispensables dans un accord, ou sur d'autres qu'ils disent impossibles à accepter. En clair, ils vont devoir changer radicalement de position et accepter quelque chose qu'ils refusaient jusque-là. Sinon, il n'y aura tout simplement pas d'accord. D'un autre côté, le président Trump, les choses qu'il a dites publiquement, que l'accord doit être comme ci et ne peut pas être comme ça, il va devoir changer radicalement, parce que ces deux versions ne sont pas compatibles. Laissez-moi vous montrer quelques exemples pour comprendre pourquoi. D'abord, commençons avec Abbas Araghchi, qui est passé à la télévision iranienne hier soir pour faire certaines déclarations. Je vais vous montrer quelques extraits de cette intervention. Il faut bien comprendre que ce que vous allez voir, c'est Abbas Araghchi qui s'adresse à son propre peuple. Le public visé, c'est sa population, pour essayer d'expliquer ce qu'il compte faire. Mais évidemment, il sait très bien que tout ce qui passe à l'antenne finit par être diffusé partout. Donc, le voici d'abord en train de parler de ce qui est sans doute la question la plus difficile. No matter vivant. Dans l'accord actuel, qu'on appelle un protocole d'entente, connu sous le nom de Mémorandum d'Islamabad, la fin de la guerre est déclarée sur tous les fronts, y compris au Liban. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous n'avons jamais oublié le Liban dans cette guerre, parce que le Liban et le Hezbollah, en tout cas, ont combattu aux côtés du peuple iranien dans ce conflit. Et nous ne les abandonnerons jamais. C'est un point majeur. Écoutez, il va falloir mettre fin complètement à la guerre au Liban, sur tous les fronts. Et, séparément, d'autres dirigeants iraniens ont précisé que cela signifiait tous les fronts, pas seulement le Liban, mais aussi le Hamas, la bande de Gaza, la Cisjordanie, bref, tous les fronts. Israël doit arrêter toutes ces guerres. Et je reviens à ce titre ici. Il y a eu un rapport gouvernemental appelant à limiter les actions de Tsahal pour ne pas compromettre les négociations. Mais ensuite, si vous lisez bien le sous-titre, le bureau du Premier ministre dément les informations de Cannes News, selon lesquelles un accord existerait, et les frappes israéliennes dans le sud du Liban se poursuivent, alors que des drones du Hezbollah visent des soldats israéliens, sans faire de blessés. Même pendant qu'on parle en ce moment, il y a encore des combats au Liban. Donc à moins qu'ils ne décident de continuer à tirer des drones, des roquettes et des missiles jusqu'à la dernière seconde, je ne sais pas. Mais si ça ne s'arrête pas, il n'y aura pas d'accord selon Abbas Araghchi, à moins qu'ils ne changent radicalement leur position. Alors, écoutez, il faut aussi bien comprendre de quel accord on parle. Ce n'est pas un accord final pour mettre fin à la guerre. C'est simplement une décision pour entrer dans la première phase. Et si toutes les conditions de cette première phase sont remplies, alors ils passeront à la deuxième phase. C'est ce que disent les Iraniens. Ils n'ont jamais rien dit d'autre que ça, qu'il y aurait, je crois, un cessez-le-feu plus solide d'environ 60 jours, avec pour objectif clair de parvenir à un accord sur la question nucléaire. En gros, de trouver un accord sur tous les autres points pour mettre fin à la guerre. Vraiment. Voilà. Donc il y a énormément de sujets à aborder là-dedans aussi. Mais ils disent que, même pour la première phase, celle d'un cessez-le-feu total et complet, il faut que ce soit un cessez-le-feu total sur tous les fronts.
Ensuite, il a poursuivi en expliquant ce qui devait se passer pour la deuxième partie, celle qui concerne l'aspect nucléaire. Comme les négociations pour l'accord final doivent commencer après ce mémorandum, pour une période de 60 jours, et puisque les discussions sur le nucléaire, qui intéressent surtout les Américains, y seront abordées, il est logique que si ce qui est prévu dans le mémorandum n'est pas appliqué, ces négociations n'avanceront pas non plus. Les avoirs bloqués de l'Iran seront également libérés conformément au protocole d'accord qui sera signé. Nous appelons cela à la fois un protocole d'accord et une lettre d'intention. C'est simplement une question de traduction selon la manière dont chacun le formule. Sur cette base, nos avoirs seront donc libérés et aucun de nos fonds ne pourra rester bloqué. De la même façon qu'il dit que la question libanaise avec le Hezbollah n'est pas négociable, il y a aussi le problème des fonds bloqués et, comme on le verra séparément, la levée des sanctions sur leur infrastructure énergétique. Ces points doivent être réglés dès le départ. Et il a précisé, ils ne peuvent pas être bloqués. Si ces éléments sont bloqués, alors il n'y a pas d'accord. Il a dit que tous les points de l'accord initial, la lettre d'intention, doivent être validés pour qu'on puisse passer aux choses plus complexes de la deuxième phase, les mesures de confiance. Ce processus n'a rien d'inhabituel. C'est comme ça que beaucoup d'accords sont conclus. C'est en fait logique et raisonnable de dire qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur ces points-là. On commence par les sujets sur lesquels les deux parties peuvent trouver un terrain d'entente, pour ensuite aborder les questions plus difficiles. C'est pour ça qu'ils veulent cette période de 60 jours. Et bien sûr, il est précisé que les deux camps peuvent décider de la prolonger si nécessaire. Mais on va voir dans un instant ce qu'il en est du côté israélien. D'abord, regardons ce que le président Trump a dit sur le même sujet qu'Abbas Araghchi a évoqué hier soir, en disant qu'il n'y aurait pas d'accord si leurs avoirs gelés n'étaient pas rapidement libérés. Est-ce que vous débloqueriez des avoirs iraniens ou lèveriez certaines sanctions dès le départ, dans le cadre d'un accord? Donc cela viendrait seulement après qu'ils aient remis leur programme d'enrichissement nucléaire. Non, rien ne sera donné d'avance, à condition qu'ils se comportent bien et tout ce genre de choses. Vous voyez bien où est le problème. Vous avez le président Trump, vous avez Abbas Araghchi, vous avez le premier ministre pakistanais, tous en train de dire qu'un accord est sur le point d'être conclu, qu'il pourrait arriver demain. Et pourtant, publiquement, on voit que les deux camps parlent encore comme s'ils venaient de planètes différentes. Alors franchement, je ne comprends pas. Si en réalité, il existe un texte, une formulation que tout le monde juge acceptable et que toutes les parties disent être prêtes à signer, pourquoi, publiquement, tiennent-ils des propos que l'un d'entre eux devra forcément démentir de manière assez spectaculaire? Et écoutez, pour tout ce que le président Trump vient de dire, regardons un instant ce qu'a déclaré le premier ministre Netanyahou. Hier, il a publié un communiqué dans lequel il disait que même si Israël n'est pas parti au mémorandum d'accord, le premier ministre a exprimé sa reconnaissance envers l'engagement du président Trump, selon lequel l'accord final à l'issue des négociations inclura le retrait du matériel enrichi. L'Iran est catégorique. Ça n'arrivera jamais. Le démantèlement des infrastructures d'enrichissement. L'Iran est catégorique. Ça n'arrivera jamais. Des limites à leur production de missiles. L'Iran a dit que ce n'était même pas envisageable. Et l'arrêt du soutien de l'Iran à ces groupes terroristes, que les Iraniens appellent leurs alliés régionaux, ce qu'ils disent devoir être réglé avant même qu'il y ait une première phase. Donc encore une fois, on voit bien que l'Iran, d'après les déclarations publiques de tous ces acteurs du conflit, Israël évidemment compris,
et sur une position totalement différente. Si on imagine l'Iran d'un côté, Trump de l'autre, et Netanyahou encore ailleurs, ils sont tellement éloignés qu'on ne pourrait même pas les faire tenir tous sur le même écran pour vous montrer à quel point leurs positions sont distantes. Et vous voyez, ils continuent de répéter la même chose encore et encore. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander comment tout ça pourrait être réconcilié dans les 24 prochaines heures. Parce que, encore une fois, tout le monde doit publiquement être d'accord, sinon il n'y a pas d'accord du tout. Alors, plus tôt dans la journée, le professeur Seyed Mohammad Marandi, qu'on a déjà reçu plusieurs fois dans l'émission, et qui faisait partie de la dernière équipe de négociation iranienne, celle qui s'était rendue au Pakistan pour tenter la première fois de parvenir à un accord, a participé à une discussion ce matin avec notre ami Nima Al-Horshid de Dialogue Works. Et il a simplement dit « Écoutez, il y a quelques points absolument incontournables et d'autres qui sont totalement exclus. » Les Iraniens l'ont dit très clairement. Il n'y aura pas d'accord si le régime ne se retire pas. Il doit revenir à la situation d'il y a 3 mois pour cette période. Au bout du compte, il devra quitter complètement le Liban. Mais d'abord, il faut revenir à l'état d'avant le début de cette guerre. Et là, je crois qu'il s'agit de 5 points actuellement occupés. Ils doivent se retirer totalement et ils n'auront plus le droit de bombarder le Liban. S'ils ne le font pas, il n'y aura pas d'accord. Si les Américains ne libèrent pas les avoirs iraniens, il n'y aura pas d'accord. Si les Américains ne lèvent pas le blocus, il n'y aura pas d'accord. Si les Américains ne lèvent pas les sanctions sur les exportations d'énergie iranienne, il n'y aura pas d'accord. Et quel levier a l'Iran? Il a ses missiles, il a ses drones, il a ses capacités militaires qu'on a vues à l'œuvre ces dernières semaines. Et il a bien sûr Norwegian and Browse. Vous l'avez entendu expliquer pourquoi il était aussi sûr de lui. Parce que, si toutes nos déclarations très confiantes ne se réalisent pas, si toutes ces choses qu'il a énumérées, et c'est une liste difficile, ne se concrétisent pas, alors, selon lui, il y a d'autres options sur lesquelles ils peuvent compter. Alors, on peut se demander pourquoi il est aussi confiant. Alors que, d'après le CENTCOM et le président Trump, tout a été détruit. Ils n'ont plus aucune capacité. Tout ça. On vous a déjà montré plusieurs fois ce graphique sur la forteresse de granit de Yazd. Et l'un de nos téléspectateurs, ou peut-être un de nos invités, a fait remarquer que c'était une sorte de représentation, mais pas vraiment à l'échelle, et que ça ne montrait pas à quel point c'est immense. Parce que, si on regarde juste cette image, on a l'impression que les missiles frappent la montagne de granit sans la traverser, même sur le schéma. Et du coup, ça donne l'impression qu'il y a un tout or house situation à faire. Eh bien, laissez-moi vous montrer. Quelqu'un a publié récemment une représentation plus détaillée, plus fidèle à l'échelle du site de Yazd. Et la voilà juste ici. Vous voyez, ce sont les montagnes près de Yazd. Je vais vous montrer dans un instant la version en 3 dimensions sur Google Earth. Mais celle-ci est plus proche de la réalité, et on distingue bien les montagnes. C'est une coupe du terrain granitique. Et vous pouvez voir. C'est quelque chose dont le professeur Postel avait parlé dans notre émission il y a environ 1 an, en l'expliquant un peu. Voici donc la représentation graphique où l'on voit tous ces changements dans les roches géologiques au fil des millénaires, des milliers, voire des millions d'années, et la façon dont elles se sont déplacées, etc. Donc, on ne peut pas, vraiment pas, faire pénétrer un missile à travers toute cette roche pour atteindre ces installations. On voit bien à quel point elles sont profondément enfouies sous plusieurs couches de ce granit mouvant et tout le reste. Comme l'a expliqué le professeur Postel quand il est venu dans notre émission, il disait que même avec ces énormes bombes anti-bunker, celles qui ont la plus grande capacité de pénétration, dès qu'elles commencent à traverser les différentes couches,
peu importe l'angle d'entrée qu'on choisit, ce n'est pas comme s'il y avait une bouche d'aération ou un conduit dans lequel on pourrait simplement descendre. Ces structures sont conçues pour que ça ne fonctionne pas, parce qu'elles sont construites avec des angles différents, qui se croisent, qui se coupent, et ainsi de suite. Pendant ce temps, le missile, quand il arrive, peu importe l'angle, le sol lui-même est à des inclinaisons différentes. Il change d'angle en permanence. Donc, même au moment de la première pénétration, il va frapper sous plusieurs angles, puis glisser dans une autre direction. Et ça réduit encore sa puissance de pénétration. Ça l'épuise, au point qu'il ne peut pas revenir. Tu vois, même pas une fraction du pourcentage de terrain qu'il lui faudrait pour atteindre sa cible. En gros, tout ce qu'il fait, c'est abîmer un peu la surface du sol. C'est à peu près tout. Et on dit qu'il y en aurait plus de 30 comme ça. D'après certains, c'était plutôt autour de 40. Voilà l'un de ces exemples. Ici, on parle juste du site de Yazd. Laissez-moi vous montrer où il se trouve exactement sur le terrain, parce que c'est une chose de voir la coupe, mais c'en est une autre de le situer. Le voilà, Yazd, en bas de l'écran ici. Vous le voyez? Ensuite, on remonte vers les montagnes, juste de l'autre côté. Donc c'est ça que vous regardiez tout à l'heure. Voici la version en 3 dimensions de ces montagnes. Vous voyez à quel point elles sont grandes et hautes. Et là, ce que vous voyez, c'est seulement ce qu'il y a en surface. D'accord? Donc, il faut traverser toute cette roche, puis atteindre toute la zone qui se trouve en dessous. Alors, laissez-moi revenir en arrière pour vous montrer ça, afin que vous voyez ce qu'il y a à la surface ici. Et ensuite, avec cette coupe, vous voyez qu'il faut aller sous tout ce que je viens de vous montrer, et encore sous toutes ces autres couches. Et là, on voit bien que c'est une impossibilité physique, pas virtuelle, physique. Les armes nucléaires ne peuvent pas atteindre ça. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été dans nos propres versions de ces bunkers, et les armes nucléaires ne peuvent pas les atteindre non plus. Donc, si on revient à une guerre active et qu'on essaie, dans la phase suivante, de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire dans la première phase, ces 40 et quelques jours, eh bien, on voit bien qu'il n'y aura pas plus de succès cette fois non plus. Pendant ce temps, ils ont même certaines des sorties et des tubes de lancement, entre autres, qui ont été détruits puis recouverts. Les Iraniens sont revenus avec leurs ingénieurs parce qu'ils ont des équipes prêtes pour ce genre de situation. Ils s'y attendent. Et ils ont réussi à certains de ces éléments. Ils les ont réparés, même pendant les 40 jours. On les détruisait. Et quelques jours plus tard, parfois même quelques heures plus tard, tout était dégagé et de nouveau opérationnel. Ils ont donc prouvé, de manière catégorique, à la fois pendant la guerre de 12 jours l'an dernier et pendant le conflit actuel, qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour les en empêcher. Donc, si on reprend les combats contre toutes ces cibles qui disent pouvoir frapper, eh bien oui, ils le peuvent, parce qu'on ne peut pas les arrêter. Et c'est ce qui leur donne la confiance pour dire « voilà nos positions, voilà où nous allons, et c'est là que nous resterons ». Mais les éléments montrent que quoi qu'il soit publié, peut-être dès demain, ce ne sera pas du tout ce dont le président Trump parle depuis le début. Franchement, je ne vois pas, après ce que je viens de vous montrer, pourquoi la partie iranienne aurait tenu tout ce discours, celui que le professeur Morandi vient d'exposer, celui qu'Abbas Araghchi a tenu à la télévision hier soir, pour ensuite faire soudainement marche arrière de façon radicale. Et que tout à coup, ce soit la version de Trump qui l'emporte, et qu'il cède sur ces points-là. Je ne vois vraiment aucune raison logique à cela. Et de plus en plus de gens commencent à s'en rendre compte. On voit bien que le président ou le premier ministre Netanyahou est vraiment contrarié. Et puis, le mot qui revient le plus souvent ici, qu'on vous montre souvent, c'est que Jack Keane en avait presque les larmes aux yeux à l'écran.
C'est un régime diabolique, guidé par l'idéologie, qui veut avant tout survivre et qui ensuite reste fondamentalement attaché à cette idéologie. Cela pose la question de savoir s'ils sont vraiment capables de conclure un accord et deuxièmement, s'ils seraient prêts à le mettre en œuvre et à en respecter les principes. La raison pour laquelle nous restons sceptiques, c'est que cet accord ne correspond pas à leur idéologie. Voilà la réalité de ce à quoi nous faisons face et à quel point le défi est important sur cette voie diplomatique. Toi et moi, on préfère l'autre option. Les achever avec toute la puissance militaire dont nous disposons, les affaiblir tellement sur le plan militaire et économique qu'ils se retrouveraient sur la voie d'un effondrement inévitable. À ce moment-là, le peuple pourrait, avec le temps, s'organiser et mettre en place une autre direction, un autre régime. Ce n'est pas la voie que nous suivons aujourd'hui, et cette voie sera sans aucun doute difficile. Mais à mon avis, le président ne conclura pas un mauvais accord. Ouais, t'espères qu'il ne le fera pas. Sérieusement, général, là vous êtes dans le fantasme. Vous allez dire qu'il faut continuer à se battre, à frapper leurs capacités et les mettre sur la voie de la ruine économique. Vous n'avez pas vu ce graphique en source ouverte? Il était à l'Institut pour l'étude de la guerre, non? Aucun de vos analystes n'était au courant? Enfin, évidemment qu'ils le sont, donc vous devriez le savoir aussi. Franchement, je ne comprends pas comment quelqu'un avec 4 étoiles, qui a servi 40 ans, avec beaucoup d'expérience du combat et qui a opéré au plus haut niveau, comment il peut dire des choses pareilles, aussi manifestement fausses? Vous n'allez pas percer une montagne avec des parois de granit, des galeries tordues sous la surface, à des centaines de mètres de profondeur. On ne va tout simplement pas le faire, et on a déjà prouvé qu'on ne le pouvait pas. Alors pourquoi tu continues à parler comme si c'était ce que je pensais qu'il fallait faire? Et le président Trump, je pense qu'il se trompe en suivant cette voie. Tu vois bien qu'il est du côté israélien, évidemment. Il est totalement aligné avec Benjamin Netanyahou, avec Mark Levin, chez qui il est passé à l'émission. Ils veulent reprendre le combat parce que... Je ne sais pas. Ils disent juste, non, je sais, c'est du granit, je sais que c'est à des centaines de mètres de profondeur, je sais qu'on a déjà essayé, je sais que c'est conçu pour résister à des armes nucléaires, mais peut-être que ça marchera quand même. Essayons encore. Franchement, je ne comprends pas la logique derrière ce genre de raisonnement. Mais voilà, mes amis, c'est là où on en est. C'est exactement ce qui vient de se passer. Et ça, croyez-moi, personne ne sera plus impatient que moi de voir ce qui va sortir de toutes ces déclarations disant qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a un accord, un protocole d'entente qui devrait nous mener à un cessez-le-feu de 60 jours, avant de passer à la deuxième phase, celle où il faudra négocier les sujets plus compliqués, comme le programme nucléaire et tout ce qui va avec. Franchement, je serais très surpris si ça se réalise, mais je serais heureux si c'est le cas. Et c'est typiquement le genre de situation où j'aimerais vraiment avoir tort. Si on arrive à amener le camp israélien à céder, si on parvient à obtenir un accord du côté iranien, si les États-Unis trouvent aussi un terrain d'entente et que toutes les parties s'accordent sur un seul point, alors la guerre peut prendre fin. Le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir et tout le pétrole, le gaz, l'hélium, les engrais, tout ça pourrait circuler à nouveau. Ce serait une grande victoire pour l'humanité. Peu importe ce que ça change pour les ambitions politiques de tel ou tel individu. Ce qui compte, c'est ce que ça apporte aux gens. Ça mettrait fin aux tueries en Israël, en Iran, aux morts américaines et à celles de tous les autres dans la région. Ce serait une vraie victoire. Et ça réduirait aussi le risque de famine qui commence à toucher l'Afrique, l'Asie et d'autres régions. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu d'autres infos cette nuit.
En Indonésie, ils commencent à avoir de vrais problèmes avec des émeutes et tout ça, parce qu'il n'y a pas assez de carburant. Ils sont obligés de le rationner. Et ça crée de gros problèmes là-bas. On voit déjà les effets. Et si ça commence là, mes amis, vous pouvez être sûr que ça va se propager ailleurs, surtout en Asie. Si on pouvait régler tout ça et commencer à réparer la situation, ce serait une très bonne chose. Mais disons-le, je reste sceptique. Voilà donc ce qu'on a appris au cours des dernières 24 heures. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé cette semaine, le meilleur de ce qu'on a découvert sur ce même sujet. Larry Johnson parlait d'un point que beaucoup de gens se posent. Quel est le rôle de la Chine dans tout ça? Comment ce facteur influence-t-il ce que fait le camp iranien? Est-ce que les Chinois aident l'Iran? Est-ce qu'ils exercent une pression sur l'Iran? Larry Swarsipis des strength. La Chine leur met la pression à travers le Pakistan parce qu'elle veut que la situation économique redevienne normale dans le Golfe Persique. Elle ne va pas forcer l'Iran à quoi que ce soit, mais elle réfléchit, elle prend un peu de distance émotionnelle en se disant « on n'est pas obligé de continuer ce conflit ». Et je pense qu'une partie de la stratégie de l'Iran maintenant, c'est d'avoir fait preuve de patience pour montrer aux Chinois « regardez, on a essayé de tout négocier de bonne foi et les Américains continuent de rejeter nos propositions. » Et à ce moment-là, je pense que les Chinois feront comme ils l'ont fait avec la Russie. Ils diront « d'accord, oui, vous avez raison, on comprend. Les Américains sont sans espoir. » Donc j'ai bien peur que cette guerre se rallume. Et ça, eh bien, ce sera une très mauvaise nouvelle pour Israël. Ce sera aussi une mauvaise nouvelle pour les États-Unis. Je veux dire, ce sera mauvais pour l'Iran aussi, parce qu'ils vont perdre des gens. Mais quand la poussière stratégique retombera, je pense que l'Iran finira par l'emporter. Et ce sera encore plus nuisible au prestige des États-Unis et très dommageable pour la sécurité d'Israël. Dans la dernière partie, il parlait de ce qui se passerait si on revenait au conflit, ce qu'il craint fortement. Et difficile de lui donner tort, vu ce que je viens de vous montrer sur l'écart énorme, au moins dans les déclarations publiques, entre les différentes parties. C'est ça, la plus grande inquiétude. Évidemment, l'Iran serait touché par une reprise du conflit, mais ils sont convaincus qu'ils pourraient tenir le coup, même qu'ils pourraient nous épuiser en nous infligeant suffisamment de pertes ou de pression pour que le coup devienne insupportable. Et à ce moment-là, on finirait par accepter un accord plus proche de ce qu'ils veulent. On verra bien ce qui se passera. Mais sur la question de la Chine, on voit bien que la Chine a toujours été comme ça. D'ailleurs, on parle toujours de la Chine comme d'une sorte d'hégémon, un groupe avide de pouvoir. Comme si, à chaque fois qu'on n'aime pas quelqu'un, on disait qu'il veut être un nouveau Hitler, Xi Jinping par exemple, et qu'il cherche à tout dominer, peu importe quoi. Mais si on regarde la nature réelle de la Chine à travers l'histoire, et je parle de plusieurs millénaires de culture chinoise, de la façon dont les dirigeants chinois se sont comportés, dont celui-ci agit, et dont le Parti communiste chinois agit, on voit qu'ils sont en réalité très prudents face aux risques. Ils cherchent toujours à éviter l'escalade des conflits, à les faire sortir de cette logique-là. Ils ont toujours dit qu'ils attaqueraient Taïwan, par exemple, mais ils ont aussi toujours affirmé qu'ils préféraient la diplomatie. Et jusqu'à présent, c'est bien ce qu'ils ont fait. Depuis 1949, ils menacent de reprendre Taïwan par la force. Et pourtant, en toutes ces années, ils n'ont jamais vraiment tenté de le faire. Donc, on peut dire qu'ils sont très patients, qu'ils endurent beaucoup et qu'ils privilégient la diplomatie. Ils préfèrent l'activité économique à tout type de conflit. Et c'est exactement ce qu'ils font ici aussi. Ce sont des alliés, notamment au sein des BRICS, de l'Iran, dont ils importent beaucoup de pétrole. Ils ont donc tout intérêt à ce que l'Iran ne s'effondre pas pour que ces échanges continuent. Mais on voit bien qu'ils n'ont pas apporté de soutien militaire.
du moins pas ouvertement. Il y a des rapports qui suggèrent qu'ils auraient fait certaines choses de manière plus discrète. Le temps nous le dira. Mais ils reconnaissent aussi que, bon, on comprend, ils traitent avec le président Trump. Ils traitent régulièrement avec les États-Unis sur d'autres sujets dans leur région. Et ils comprennent qu'en ce moment, le président Trump est, comme l'a dit Robert Barnes dans notre émission récemment, incapable de conclure un accord. Donc, ils ne vont pas faire pression sur Téhéran pour qu'il fasse quelque chose qui irait contre ses propres intérêts, juste pour faire plaisir aux États-Unis. Soyons clairs là-dessus. Quelle que soit la pression que la Chine exerce sur eux, et il y en a parce qu'ils veulent que cette histoire se termine, comme on l'a vu aussi cette semaine avec Art Berman, qui expliquait pourquoi la situation du pétrole, après tout ça, n'a pas vraiment été exploitée. Pour l'instant, ça a surtout été douloureux et coûteux, mais pas trop, pas au-delà du raisonnable. L'une des raisons, c'est que la Chine achète moins de pétrole. Je pense qu'il y a environ 4 ou 5 millions de barres jour en moins sur le marché mondial. Et ça a beaucoup aidé à maintenir les prix sous contrôle, parce qu'ils ne veulent pas avoir à acheter du pétrole encore plus cher. Ils utilisent ce qu'ils avaient accumulé dans leurs réserves stratégiques, qui étaient énormes, bien plus importantes que les nôtres. Mais ils ont commencé à l'épuiser, et il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire. Même eux reconnaissent qu'à un certain point, ils ne pourront plus continuer comme ça. Ils veulent donc que tout ça se termine pour ne pas avoir à aller plus loin. Mais ils savent aussi qu'il y a une limite politique. Alors ne comptez pas sur la Chine pour venir nous sauver de sitôt. Et justement, en parlant de Robert Barnes et de cette idée d'être incapable de conclure un accord, il est venu cette semaine expliquer pourquoi Trump rencontre autant de difficultés. D'autres vont devoir prendre le relais. Les Pakistanais croient depuis une semaine que l'accord est sur le point d'être conclu. Mais c'est parce que Vance pensait que l'accord allait se faire, et c'est son équipe qui mène les négociations. Sauf que Trump sabote tout en permanence. Il y a toujours une chance qu'il panique et fasse marche arrière. Encore une fois, il faut penser comme un tout petit, tu vois, prêt à se battre, puis se disant « Attends une seconde, peut-être que ça va mal tourner ». C'est exactement là où en est Trump. Il peut changer d'avis en un instant, pour le meilleur ou pour le pire. Parfois, c'est une bonne chose. J'espère que cette fois ce sera le cas. On ne touche pas aux infrastructures énergétiques ni à la salinité de l'eau. Apparemment, on a frappé 2 stations de traitement hier. Oui, je crois avoir lu ça. Et quand il agit comme ça, il se persuade que ça va forcer l'Iran à capituler plutôt qu'à riposter. Même si l'Iran montre à chaque fois, par ses actes, qu'il va réagir en escaladant plutôt qu'en cédant, ils vont riposter, et leur riposte sera plus dure que nos frappes. Ils vont refaire exactement la même chose. Mais Trump se convainc du contraire. Du coup, le seul espoir, c'est que des gens au Pentagone s'opposent fermement à lui, parce que c'est ce qui l'a freiné auparavant. Ils avaient modifié la liste en interne, de sorte que 90% des cibles que Trump voulait frapper ne l'étaient pas. Ils doivent se limiter à de vraies infrastructures à double usage. Mais ça me dérange qu'on frappe des stations d'eau, sauf si on a encore laissé faire l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as entendu, mais d'après ce qu'a entendu Larry Johnson et d'après ce que d'autres m'ont dit, on utilise maintenant l'IA pour le ciblage. Et ça, c'est une recette pour le désastre. Oui, et d'ailleurs, je veux insister là-dessus. Si on a eu recours à l'intelligence artificielle pour nos frappes, ce n'est pas par paresse. C'est parce que, pendant les 40 premiers jours, on a déjà visé toutes les cibles qui avaient un sens militaire évident. Celles qui étaient conçues pour détruire le régime iranien, anéantir leurs capacités militaires, les rendre incapables de se défendre afin qu'ils soient forcés de capituler politiquement.
C'était notre objectif. Ce sont ces cibles-là qu'on a attaquées. Mais ça n'a pas marché. Et maintenant, on n'a plus de cibles. On ne voit plus quoi tenter d'autre, puisque ce qu'on a essayé avant n'a pas fonctionné. Alors on se tourne vers l'IA en lui disant « trouve quelque chose et bombarde-le ». Et évidemment, ça pose énormément de problèmes. Mais ça montre aussi qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe. On ne sait pas ce qui pourrait marcher, parce que tout ce qu'on pensait ou espérait qui fonctionnerait n'a pas marché. Alors maintenant, on s'accroche à n'importe quoi, et forcément, ça crée des problèmes. Et qui sait, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on n'en sait rien pour l'instant, puisque le Pentagone n'a encore rien publié. Mais dès le tout début, quand on a frappé cette école de filles et qu'on a tué tous ces enfants et ces enseignants, dès le premier jour, dans les premiers tirs de la guerre, ça pouvait venir de là. Soit c'était de mauvaises données de ciblage, soit c'était une décision prise par l'intelligence artificielle. Et dans ce cas, on ne sait même pas sur quoi ces systèmes se basent. Mais on retrouve ce genre de choses encore et encore dans les premières parties des commentaires de Robert. Le président Trump, lui, reste incapable, comme il l'a d'ailleurs dit plus tard dans l'émission. Parce qu'il dit au vice-président, d'après Robert Barnes, il lui dit « Oui, tu peux aller négocier un accord ». Le vice-président Vance y va, il négocie un accord. Et puis au moment de le rendre public, le président Trump retire le tapis sous leurs pieds. Et j'ai entendu, de manière indépendante, du côté iranien, le professeur Morandi, qui connaît bien le processus de ces négociations, il connaissait le contenu, il avait vu le texte des discussions et les termes du cessez-le-feu initial, ce qu'on appelait la phase 1, cet accord soi-disant préliminaire. Et il a dit que la partie américaine y avait consenti. Il a dit « je l'ai vu, c'était là ». Et tout d'un coup, les États-Unis ont tout fait capoter. Il en a parlé. Oui, il a dit lui-même qu'il en avait vu 3. Robert Barnes, lui, a dit qu'il y en avait eu 5. En résumé, il n'y a eu aucun accord. Donc on va attendre et voir, comme tout le monde. Est-ce que quelque chose va sortir demain? Est-ce que le président Trump va faire comme il l'a déjà fait par le passé, en disant « Bon, je leur ai donné une chance, ils ont tout gâché, alors maintenant on retourne au combat », comme le craignait Larry Johnson? Ou bien est-ce qu'il va céder? Est-ce qu'il va simplement se retirer, comme dans son fameux plan de repli? Qui peut le dire? On va devoir attendre, on verra bien. On verra aussi à quel point le Premier ministre Sharif du Pakistan est proche de sa déclaration assez audacieuse de ce matin sur la sortie. Je pense qu'on est à 24 heures de le savoir. Ça me paraît assez risqué de mettre son nom et sa réputation en jeu sur une promesse qui dépend du fait que le président Trump fasse vraiment ce qu'il a dit. On verra bien comment ça va se passer. Écoutez, il y a encore une chose que je voulais vous montrer cette semaine. Ce n'est pas directement lié aux négociations en cours, mais ça touche à quelque chose de très fondamental dans les relations des États-Unis à travers tout le Moyen-Orient. Le pilier de la relation entre les États-Unis et Israël. Et cette semaine, Alistair Crooke a posé la question. Est-ce qu'il est temps de reconsidérer la nature de la relation entre les États-Unis et Israël? Il a expliqué qu'une des raisons pour lesquelles il soulève ce sujet, c'est qu'à son avis, l'avenir politique de Netanyahou a une date de péremption qui pourrait bien arriver bientôt. Faut-il repenser toute l'idée du sionisme, cette idée de droit particulier pour un groupe de population sur des territoires partagés avec d'autres? Est-ce qu'il faut revoir les structures elles-mêmes? Parce que là, on est face à une véritable crise, une crise existentielle. Elle a commencé, mais elle n'a pas encore atteint son point culminant. Elle n'a pas encore produit tous ses effets. Mais si on regarde les sondages, pour la première fois, Netanyahou semble vraiment en difficulté. J'ai toujours été de ceux qui disaient « Attention, ne pensez pas que Netanyahou va simplement être écarté et remplacé.
C'est un survivant. Je l'ai vu, je le sais depuis longtemps. Il trouve toujours un moyen de s'en sortir. C'est un peu comme un serpent insaisissable. Il glisse, il s'accroche et il reste au pouvoir. Mais cette fois, ça ressemble vraiment à une crise. Je ne suis pas sûr qu'il s'en sorte. Les sondages montrent qu'il ne survivra pas politiquement. L'affaire judiciaire laisse penser qu'il ne s'en sortira pas non plus. Et pour l'instant, il n'a toujours pas reçu de grâce présidentielle. Et je pense que c'est une question tout à fait rationnelle, posée sans émotion et parfaitement logique. Écoutez, je sais que toute ma vie, on a eu cette relation spéciale avec Israël. Pendant des années, ça m'a toujours semblé raisonnable et logique. Mais ça a changé. Les actions d'Israël, surtout en réponse au 7 octobre 2023 et à tout ce qui s'est passé depuis, en particulier ces attaques contre l'Iran, ont révélé une autre nature. Je crois qu'il y a eu une transformation à l'intérieur même d'Israël, et dans leur volonté naturelle et légitime d'assurer la sécurité nationale et la protection de leur population, ils ont adopté des politiques qui, à mon sens, sont déraisonnables et irrationnelles, dans l'espoir d'atteindre un résultat positif. Et comme je le dis depuis la semaine qui a suivi le 7 octobre, les politiques menées par Benjamin Netanyahou portent en elles des graines qui, plus tard, donneront des fruits amers. Il n'apportera pas la paix à son peuple. Il n'apportera pas la stabilité dans la région. Il a affaibli la sécurité d'Israël. Et je pense que c'est évident, ça se voit tout de suite. Croyez-moi, la plupart des germes des futurs problèmes et de la haine dirigée contre Israël, non seulement dans la région, mais aussi dans une grande partie du monde occidental, vont donner des fruits amers plus tard. Et sur le plan militaire, ce qu'ils ont entrepris est tout simplement irréalisable. Les objectifs politiques qu'ils essaient d'atteindre avec la puissance militaire dont ils disposent face à l'ennemi qu'ils affrontent ne correspondent pas. Ça ne marchera tout simplement pas. Je sais que beaucoup de gens ne veulent même pas avoir cette conversation parce qu'ils ont un lien émotionnel très fort avec le camp israélien. Ils veulent dire que quoi qu'ils fassent, peu importe à quel point c'est sanglant, peu importe ce que c'est juste, et qu'il faut se taire, ne rien dire contre eux. Très bien, si vous voulez faire ça. Mais il faut comprendre que ça a un prix. Il y a un coût à cette attitude, parce que sans le vouloir, vous contribuez à semer les graines d'une insécurité future pour le pays, même que vous dites soutenir. C'est dans la nature humaine. C'est logique, c'est raisonnable, c'est prévisible. Quand on agit de cette façon contre un peuple, surtout quand on va trop loin comme Israël l'a fait, il y a forcément des conséquences. Je veux dire, regardez, on approche maintenant des 3 ans depuis la guerre qu'ils ont lancée contre le Hamas dans la bande de Gaza. Et c'est toujours en cours. Ils n'ont toujours pas réglé ça. Ils n'ont pas réussi à conquérir militairement, et pourtant, on parle d'une toute petite bande de terre, complètement bouclée. Ils n'arrivent toujours pas à la gagner. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire face au Hezbollah, au Liban, ou face à la guerre avec l'Iran? Et il y a encore des tensions en Syrie. Il y a encore des tensions au Yémen avec le Hamas, les Houthis. Tous ces fronts sont verrouillés. Aucun ne sera résolu par la force militaire. Et cette petite armée israélienne, issue d'une population minuscule, ne peut pas tenir indéfiniment. Ils sont en train de s'épuiser. Le Premier ministre Netanyahou semble ne pas voir le coût que cela impose à sa propre population, à son propre armée. Ils ne sont pas des Ottomans. Ce ne sont pas des robots qu'on peut simplement renvoyer encore et encore, année après année, mission après mission, en pensant qu'il ne leur arrivera jamais rien, qu'ils ne tomberont jamais en panne, qu'ils ne manqueront jamais de carburant, qu'ils ne seront jamais à court de capacité. Quand les faits te crient en pleine figure qu'il y a des limites. Mais au lieu de le reconnaître, lui, il veut juste continuer. Tu l'as vu dans la déclaration qu'il a faite hier soir ici. Il fait tout ce qu'il peut pour qu'il n'y ait pas d'accord final.
Parce que tout ce passage en jaune, là où il dit qu'à la fin des négociations, il faudra retirer tout le matériel enrichi, démanteler les infrastructures d'enrichissement, limiter la production de missiles et mettre fin au soutien de l'Iran aux groupes terroristes, tout ça, il ne veut pas que ça aboutisse. Aucune de ces propositions n'est acceptable pour l'Iran. Ils n'y consentiront jamais. Donc si on dit qu'il faut absolument ces conditions, on dit en réalité qu'il n'y aura pas d'accord. Et Israël va essayer de faire écouer tout ça. Mais ce sera à son désavantage, parce que l'Iran n'acceptera pas. L'Iran a la capacité de résister à tout ce que les Israéliens entreprennent. Et il a aussi les moyens de causer des dommages directs à Israël dès maintenant. Alors pourquoi s'engager dans une voie qui ne peut pas réussir? Et pour nous, pourquoi soutenir une approche que la logique, la raison et les principes militaires les plus élémentaires montrent clairement qu'elle échouera? N'aidons pas notre ami à se nuire lui-même, tout en nous entraînant avec lui. Il est temps pour nous de réfléchir, de réévaluer. Et je ne dis pas qu'il faut rompre nos liens avec Israël ou quoi que ce soit de ce genre. Mais il faut dire clairement qu'on ne doit pas soutenir un conflit militaire voué à l'échec, qui nous entraînerait avec lui. Ça leur fait du tort, et ça nous en fait aussi. Et si notre gouvernement se réclame vraiment du principe « America First », alors il est temps de le prouver, de passer des paroles aux actes et de montrer concrètement ce que ça veut dire. C'est ça qu'on veut voir. Merci à vous. S'il se passe quelque chose demain avec l'accord, ou si ça ne se fait pas, je vous tiendrai au courant. Sinon, on se retrouve lundi pour le Daniel Davis Deep Dive. À très vite. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un à qui ça pourrait plaire. And send this to somebody you care about.